Le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine fine s'arrêta à l'instant où l'enveloppe épaisse et blanche atterrit sur la table en acajou. Tante Judith la fit glisser sur la nappe de lin, s'arrêtant juste à côté de mon assiette, une lettre de résiliation officielle. Elle se renversa dans son fauteuil, faisant tournoyer son vin rouge, un sourire suffisant tordant ses lèvres. Elle annonça à toute la famille que mes 8 années à suer sang et eau pour cette entreprise étaient terminées. Sa fille de 24 ans, Éléonore, allait prendre ma place. Selon Judith, mon architecture de paix complexe était une foutaise. Éléonore allait tout remplacer par une simple feuille de calcul. Je fixai le bout de la table. Ma mère et mon père, les actionnaires majoritaires de notre empire familial de construction. Ils refusèrent de lever les yeux. Mon père brûlait un trou dans son filet mignon. Ma mère se pencha vers moi, sa voix un murmure pathétique, me suppliant de simplement me retirer et de conserver ma part. Un œuf froid et lourd se resserra dans ma poitrine. Je décrochai mon badge d'accès d'entreprise. Je le tins directement au-dessus de mon bol de soupe fumante et le laissai tomber. Le plastique lourd éclaboussa le bouillon. Je repoussai ma chaise, le bois raclant violemment contre le sol en marbre, et sortis par la porte d'entrée. Le trajet du retour vers mon appartement fut complètement silencieux. Je suis Sylvie. J'ai 46 ans, pendant les 8 dernières années, j'étais l'épine dorsale invisible qui maintenait l'entreprise Titan Construction debout. Pendant que tante Judith organisait de somptueuses galas de charité et que ma cousine Éléonore posait pour ses photos de diplômés, moi, j'étais debout à 3 heures du matin. Je réparais des bases de données obsolètes, démêlais des codes fiscaux interdépartementaux et esquivais des amendes du travail fédéral pour m'assurer que les 12 000 ouvriers syndiqués recevaient leurs fiches de paie à temps. Ils me traitaient comme une mécanicienne jetable. Ils ont broyé ma jeunesse en poussière pour bâtir leur richesse. Mais ils ont oublié un détail crucial. Le mécanicien est le seul à savoir empêcher le moteur d'exploser. Mon téléphone vibra sur le siège passager. Un SMS de ma mère clignota sur l'écran, me suppliant d'envoyer à Éléonore les mots de passe administrateur pour maintenir la famille unie. Je saisis le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La cupidité toxique de Judith était entièrement prévisible. La lâcheté de mes parents était la balle qui a réellement touché l'os. Les personnes qui étaient censées me protéger ont choisi d'être des mannequins complices. Ils ont jeté leur propre fille au loup juste pour préserver une illusion fausse et fragile de famille heureuse. Les coupures les plus profondes ne viennent jamais de la lame d'un ennemi. Elles viennent du silence absolu de votre propre sang vous regardant saigner. Je marchai dans mon appartement et ouvris mon ordinateur portable. Il n'y aurait aucune transition en douceur, aucune période de passation. J'ai rédigé un dernier courriel juridiquement contraignant, copiant les représentants syndicaux, la commission des prud'hommes de l'État et les cadres de l'entreprise. À compter de maintenant, j'ai été licencié sans cause réelle ni valable. Toutes les opérations de paix, les protocoles de conformité et la responsabilité sont désormais sous le contrôle exclusif d'Éléonore. Un clic. Le message disparut dans les serveurs. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis versé un grand verre de cabernet foncé et me suis assise près de la fenêtre dans l'obscurité silencieuse. La bombe était entièrement armée. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que l'horloge sonne le jour de paix. La semaine suivante ressembla à regarder un accident de train au ralenti depuis le confort d'un balcon d'immeuble. J'ignorais les canaux de messagerie de l'entreprise et laissais les appels de mon père sonner dans le vide. Je restais chez moi, le silence seulement interrompu par le carillon occasionnel d'une alerte d'actualité ou d'un message vocal désespéré et décousu de tante Judith. Le jour de paix arriva vendredi matin. À 10 heures, la bombe que j'avais passé 8 ans à essayer d'empêcher a finalement explosé. La feuille de calcul révolutionnaire d'Éléonore avait subi un effondrement systémique total. 12 000 profils d'employés ont été traités à travers une série de formules cassées. Les numéros de sécurité sociale étaient utilisés comme taux horaires. Les retenues d'impôt fédéral étaient calculées comme des valeurs négatives. En un seul clic, Éléonore avait réussi à sous-estimer de 5 millions d'euros les impôts fédéraux et à laisser 12 000 hommes travaillant sous une chaleur de 43 degrés sans un centime sur leur compte bancaire. À midi, les arrêtés de cessation de travail ont commencé à tomber.
4 grands projets de pont d'État dans le sud-ouest se sont tus alors que les ouvriers syndiqués garaient leurs grues et quittaient le travail. Nous perdions des millions en clauses pénales journalières, mais la vraie menace venait de la banque. En raison de l'énorme écart fiscal, notre prêteur principal a émis un avis de défaut immédiat. Ils ont donné à l'entreprise jusqu'à 17h ce soir-là pour rétablir l'ordre, sinon ils gèleraient notre ligne de crédit d'exploitation de 15 millions d'euros. Judith n'était pas seulement incompétente. Elle était désespérée. Elle avait secrètement engagé des actifs de l'entreprise pour couvrir ses propres dettes immobilières privées en difficulté. Et elle avait besoin d'Éléonore à mon poste pour tamponner les fausses factures de fournisseurs qui cachaient l'argent manquant. Maintenant, son bouclier avait disparu. Mon téléphone s'alluma. C'était un message vocal de Judith. Sa voix était aiguë et saccadée par la panique. Elle ne demandait pas d'aide. Elle hurlait des menaces, affirmant qu'elle me ferait arrêter pour sabotage. Puis vinrent les SMS de mes parents, me suppliant de penser à l'héritage familial et de réparer le gâchis. J'ai regardé l'horloge. 15 heures. J'ai laissé tous les messages sans réponse. J'ai simplement regardé le vin dans mon verre capter le soleil de l'après-midi. Ce n'était pas moi qui avais brisé l'héritage familial. J'étais celle qui tenait les morceaux brisés ensemble pendant qu'ils me donnaient des coups de pied. Maintenant, les éclats les coupaient enfin, et je refusais d'être leur pansement. Le rugissement de 12 000 hommes résonna dans mon appartement avant même que j'allume les nouvelles. Je pouvais voir les flux en direct sur les réseaux sociaux, des camions alignés sur l'autoroute, des grues immobiles contre le ciel comme les restes squelettiques d'un géant mort. Mon ancien bureau était une forteresse assiégée. Je suis entrée dans la salle de réunion aux parois de verre à 16h15 précise. L'atmosphère était suffocante, l'air épais de l'odeur de parfum cher et de sueur froide et désespérée. Judith était assise au bout de la table, son visage un masque pâle et marbré de panique. Éléonore était assise à côté d'elle, fixant l'écran de son ordinateur portable avec des yeux grands ouverts et fixes, comme si elle attendait que la feuille de calcul se répare magiquement. Monsieur Vance, l'avocat général de l'entreprise, se tenait près de la fenêtre. Il posa sa mallette en cuir sur la table avec un clic métallique lourd qui ressemblait au maillet d'un juge. Parlant avec la précision clinique d'un homme qui avait déjà vu la fin du film, il informa Judith qu'il avait personnellement examiné les écarts fiscaux et les paiements de fournisseurs manquants. En tant qu'officier de justice, il était légalement obligé de signaler cette négligence aux autorités fédérales avant la clôture des affaires, à moins qu'une nouvelle direction n'assume une responsabilité immédiate. Les yeux de Judith se tournèrent vers mes parents, mais ils restèrent figés, leurs visages des reflets pâles de leur propre lâcheté, perdre une seule seconde à cause de leur trahison était hors de question. J'ai simplement glissé un document unique et net sur la table en acajou poli. C'était une procuration irrévocable. Signez ceci et je prends le contrôle du vote de la société immédiatement, ai-je dit. Ma voix était froide comme la salle des serveurs que j'avais passé 8 ans à entretenir. Signez et j'utiliserai mes codes de contournement personnel pour autoriser les virements bancaires avant la date limite de 17 heures. Si vous refusez, la banque gèle les comptes. Le syndicat dépose la plainte et vous passerez les 10 prochaines années à expliquer vos dettes immobilières à un auditeur fédéral. Judith regarda le document, puis moi. Sa main tremblait si violemment qu'elle dut saisir le stylo à deux mains. Elle suffoquait dans le vide qu'elle avait créé. Avec une écriture saccadée et désespérée, elle signa son pouvoir. Monsieur Vance ramassa le document, vérifia la signature et hocha la tête vers moi. Le conseil a été officiellement informé de la transition, dit-il, claquant sa mallette. Sarah, il promit de s'occuper des agents fédéraux quand ils arriveraient pour discuter des erreurs de la direction précédente, et s'en alla. Pour la première fois de ma vie, je me suis assise au bout de la table en contrôle absolu. Judith se retira dans sa suite de direction et verrouilla l'épaisse porte en chaîne. Un parasite ne lâche pas simplement prise quand on le retire. Il enfonce ses dents plus profondément. Il y a des mois, elle avait déposé un rapport technologique officiel affirmant que son jeton bancaire physique secondaire avait été perdu dans le courrier. C'était un mensonge. Elle gardait ce petit appareil noir enterré au fond de son sac à main de créateur pour ce genre d'urgence. Un parachute doré volé.
Elle s'enferma dans sa salle de bain privée. Ses mains transpiraient, mais sa cupidité restait stable. Elle utilisa son téléphone personnel pour accéder au portail du trésor d'entreprise, luttant contre la montre. Elle avait une fenêtre étroite de 24 heures avant que les papiers de procuration de M. Vance ne soient entièrement validés par l'administration bancaire. Son plan final était incroyablement simple. Elle allait virer 2 millions d'euros à une société écran offshore intraçable, vider les dernières gouttes de liquidité de la famille et laisser l'empire en ruine s'effondrer directement sur ma tête. Elle tapa les numéros de routage. Elle appuya sur le bouton du jeton. Elle appuya sur soumettre, mais elle marcha à l'aveuglette dans un piège en acier. Je savais pour le jeton manquant le jour même où elle l'a signalé. Je n'ai jamais désactivé l'appareil. Au lieu de cela, j'ai rattaché ce numéro de série exact directement au protocole strict de fraude de notre banque principale, le liant directement à l'audit fiscal fédéral catastrophique d'Éléonore. Assise seule dans la salle de réunion vitrée, l'écran de mon ordinateur portable éclairait la table polie. Une bannière de sécurité rouge vif clignota sur le tableau de bord. Tentative de virement signalée. Fuite de capitaux détectée. Tous les comptes de l'entreprise immédiatement gelés. En 60 secondes, l'agent de conformité en chef de la banque sonnait sur ma ligne directe. Il confirma qu'ils avaient déjà transmis le rapport d'activité suspecte aux autorités fédérales. Le piège se referma, coupant parfaitement sa voie de sortie. Judith pensait être un génie financier exécutant un casse de dernière minute brillant. Elle n'était qu'un rat désespéré attrapant le fromage juste avant que la barre métallique lourde ne s'écrase. 2 agents fédéraux entrèrent dans le hall de Titan Construction à 15h45 cet après-midi-là. Ils contournèrent entièrement la réception, marchèrent droit vers la suite de direction et ouvrirent la lourde porte en chêne. Judith fut escortée dehors par les doubles portes vitrées, les poignées enchaînées dans de l'acier froid. Son sac à main coûteux fut abandonné sur le comptoir de la salle de bain. Éléonore pensait que son nouveau master brillant la rendait intouchable. Elle avait entièrement tort. Sa signature numérique était apposée sur chacun de ses faux formulaires de déclaration de revenus fédéraux. La commission des prud'hommes de l'État et l'Internal Revenu Service ont déchiré ses accréditations. Elle est définitivement bannie du secteur financier. Aucune société ne la laissera jamais s'approcher à moins de 3 mètres d'un système de paix. Puis vinrent les architectes de ma misère. Mes parents. Ils ont fait exploser mon téléphone pendant 3 jours d'affilée. Ils m'ont supplié de payer la caution de Judith et ont plaidé pour que je protège le nom de famille. J'ai répondu avec un seul document juridique, les révoquant formellement tous 2 de mon fonds fiduciaire d'urgence. Ils ont choisi de rester silencieux pendant que Judith essayait de voler cet empire à l'aveugle. Maintenant, ils peuvent survivre avec la maigre pension que Judith a oublié de vider. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Je suis assise seule dans le bureau d'angle. Les protestations sur le parking sont terminées. L'épaisse porte en acajou est fermée. Pour la première fois en 8 ans, l'air dans ce bâtiment semble vraiment propre. J'ai donné un coup de hache à mon propre arbre généalogique, et les branches toxiques ont finalement disparu. Le maillet est tombé exactement 8 mois plus tard. Le juge fédéral n'avait aucune sympathie pour l'héritage de Titan Construction. Il a condamné ma tante à 8 ans de pénitencier fédéral sans aucune possibilité de libération conditionnelle avant les 5 premières années. Il a également ordonné une restitution obligatoire de 2 400 000 € pour couvrir les fonds d'entreprise qu'elle avait systématiquement siphonnés au cours de la dernière décennie. Les retombées sociales furent bien plus rapides que les conséquences juridiques. Le prestigieux club de golf a révoqué son adhésion avant même le début du procès. Les femmes avec qui elle organisait de somptueux galas de charité traversent maintenant la rue pour éviter de reconnaître son existence. Éléonore a évité la cellule en se constituant partie civile, mais elle a été frappée d'une pénalité civile de 150 000 € par la commission des prud'hommes de l'État. Aujourd'hui, elle travaille comme superviseur de car dans un magasin de vêtements. Quant à mes parents, la perte de leur fonds fiduciaire d'urgence les a forcés à une brutale prise de conscience. Ils ont dû vendre le vaste domaine familial et emménager dans un appartement de 2 chambres. Ils survivent maintenant avec une pension fixe de 3 200 € par mois.
Il y a quelques semaines, une épaisse enveloppe en papier craft est arrivée sur mon bureau. L'adresse de retour appartenait à un établissement correctionnel fédéral. C'était une lettre manuscrite de 6 pages de ma tante. Elle a rempli les pages de mots sur la loyauté familiale, affirmant qu'elle n'avait fait que plier les règles pour protéger notre héritage. Elle a écrit que mes parents avaient le cœur brisé, attendant juste que je décroche le téléphone et que je reconstruise le pont. J'ai arrêté de lire à mi-chemin de la première page. La ruée familière de colère n'est jamais arrivée. La vieille culpabilité pesante était complètement absente. Je n'ai ressenti qu'une indifférence calme et absolue. J'ai glissé les pages dans la déchiqueteuse mécanique à côté de mon bureau et j'ai écouté le bruit aigu des lames d'acier transformant ses excuses en confetti. J'ai quitté le bureau à 17h ce soir-là et j'ai conduit jusqu'à ma vraie maison. Le salon était bruyant, rempli de rires et de l'odeur d'ail rôti. Mon colocataire de l'université, mon premier mentor de mes débuts dans la tech, et le contremaître syndical qui m'a soutenu pendant la grève étaient assis autour de ma table à manger. Nous avons partagé un repas simple. Il n'y avait ni argenterie polie ni vin coûteux, mais il n'y avait pas non plus de faux sourires. Pour la première fois de ma vie, je me suis assise à une table où je n'avais pas à gagner mon droit de manger. J'étais entourée de personnes qui m'avaient choisi, un endroit où l'amour était un acquis, pas une transaction. Beaucoup d'entre nous sont piégés dans l'illusion de l'attachement familial. On nous apprend depuis la naissance que le sang est un contrat contraignant. On nous dit de nous épuiser à arroser l'arbre familial, même si cet arbre pourrit de l'intérieur. Les parents toxiques utilisent la génétique partagée pour exiger un sacrifice continu sans réciprocité. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus froide. Règle numéro 1, le sang est biologique, la famille est le respect. Partager un nom de famille n'accorde à personne la permission d'abuser de votre santé mentale ou de voler votre valeur si on vous traite comme un outil jetable. Vous ne leur devez absolument rien lorsque vous débranchez enfin la machine. Règle numéro 2, le pardon le plus cruel est l'habilitation. Lorsque vous couvrez un abuseur arrogant, vous creusez votre propre tombe. Parfois, la forme la plus vraie de justice est simplement de vous écarter et de les laisser faire face à la destruction légale et financière qu'ils ont bâtie de leurs propres mains. Règle numéro 3, ne négociez jamais votre valeur avec des lâches. Les spectateurs qui exigent que vous mainteniez la paix pendant que vous êtes attaqué sont tout aussi dangereux que celui qui tient le couteau. Le silence face à la cruauté n'est qu'une cruauté dans une tenue différente. Vous avez le droit de vous éloigner d'une maison en feu, même si vous y avez grandi. Je suis Sylvie et je suis enfin libre. Avez-vous déjà dû couper une branche pourrie pour sauver le reste de votre arbre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin du courage de quitter la table. Je sais exactement ce que vous criez à l'écran en ce moment. Vous êtes assis là à vous demander pourquoi sur Terre Sylvie est restée dans cette entreprise pendant 8 ans. Pourquoi a-t-elle laissé sa tante et ses propres parents la traiter comme une mécanicienne jetable pendant près d'une décennie avant de finalement partir? Il est facile de juger de l'extérieur. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passait réellement dans son cerveau. Sylvie n'était ni stupide ni faible. Elle était piégée par un phénomène psychologique appelé l'effet machine à sous, anciennement connu sous le nom de renforcement intermittent. Les familles toxiques et les patrons manipulateurs ne vous abusent pas 100% du temps. Si c'était le cas, vous feriez vos valises et partiriez dès le premier jour. Au lieu de cela, ils laissent tomber de minuscules miettes d'espoir. Ils vous font un compliment rare, une invitation à un dîner de famille somptueux, ou une vague promesse que votre travail acharné sera finalement récompensé. Vous continuez à tirer le levier, à faire ces quarts de travail de 3 heures du matin, dans l'espoir de remporter enfin le jackpot de leur respect. Mais la machine est truquée. Vous n'allez jamais gagner parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de payer. Mais quand Sylvie s'est finalement réveillée à la réalité de cette table de dîner, elle n'a pas simplement eu une crise émotionnelle. Elle a exécuté un cours de maître absolu en autodéfense financière. Décortiquons ces mouvements les plus intelligents afin que vous puissiez les utiliser si jamais vous vous retrouvez dans la zone d'explosion d'une relation toxique. Premièrement, elle a utilisé la stratégie de documentation pour construire son dossier. Quand elle est partie, elle n'a pas simplement disparu dans la nuit.
Elle a envoyé un courriel juridiquement contraignant au cadre de l'entreprise, à la commission des prud'hommes de l'État et au syndicat, transférant officiellement la responsabilité à Éléonore. Les personnes toxiques prospèrent dans les zones grises et les accords verbaux. Lorsque vous mettez un calendrier et une limite par écrit, vous retirez complètement leur capacité de vous faire douter de vous-même plus tard. Deuxièmement, elle a utilisé la stratégie d'audit. Lorsque le désastre fiscal de 5 millions d'euros a frappé, Sylvie ne s'est pas précipitée pour sauver la situation juste pour regagner l'affection de ses parents. Elle a laissé les conséquences naturelles tomber au sol. Les personnes qui estiment mériter tout détestent la lumière crue de la réalité. Au lieu de se disputer avec elle, Sylvie a laissé les avis de défaut de la banque et les auditeurs fédéraux faire le gros du travail pour elle. Enfin, elle a exécuté le rachat ultime. Lorsque Sylvie est revenue dans cette salle de réunion vitrée, elle n'a pas demandé de fausses excuses. Elle a apporté un avocat d'entreprise et un contrat de procuration juridiquement contraignant. Elle a investi dans sa propre liberté en prenant le contrôle lorsqu'ils étaient à leur plus faible. Et ce piège brillant avec le jeton bancaire physique ? C'est une règle d'or pour la vie. Ne jamais faire confiance à un voleur pour remettre toutes les clés. Mettez une alarme silencieuse sur celui qu'ils prétendent avoir perdu et laissez-les se prendre les pieds dans le tapis. En fin de compte, votre loyauté est une monnaie de grande valeur. Arrêtez de la dépenser pour des personnes qui essaient activement de ruiner votre esprit. Le sang fait peut-être de vous des proches, mais le respect mutuel constant est la seule chose qui fait de vous une famille. Avez-vous déjà dû utiliser une trace écrite ou une limite stricte pour vous protéger d'un patron toxique ou d'un parent manipulateur ? Déposez vos tactiques de survie dans les commentaires ci-dessous pour aider quelqu'un d'autre qui traverse peut-être la même chose en ce moment. Assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies réelles et rappelez-vous toujours que votre tranquillité d'esprit est votre profit ultime.